Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui c'est petit entraînement, je vous emmène avec moi. Et puis c'est réponse aux commentaires. Donc c'est le 6e si je ne me trompe pas. Et on commence tout de suite. Parce que maintenant tu connais le dicton. Ton temps est précieux et le mien aussi. Tout d'abord je voulais commencer par remercier vraiment tous les abonnés de la chaîne. Merci pour vos commentaires constructifs, c'est vraiment très sympa. Ça fait comment dire, un bel apport de savoir aussi à la communauté. Et c'est vraiment très sympathique. Merci pour vos commentaires aussi affectifs, c'est cool. et je vous rejoins sur ce canal parce que c'est un peu le canal que bien sûr j'aurais voulu avoir lorsque je débutais les activités montagne. Ça m'aurait bien aidé à l'époque, ça m'aurait évité de faire quelques erreurs. Mais bon, après voilà, le but du jeu maintenant c'est que je te transmette un maximum de choses pour éviter que tu fasses les mêmes erreurs. Alors c'est cool parce que ces derniers temps il a plu et ça fait regonfler un petit peu les ruisseaux, c'est super sympa. Alors, première réponse aux commentaires, c'était sur la vidéo « Peut-on bivouaquer librement en montagne ?» Donc il y a eu quelques commentaires et puis il y avait eu des commentaires sur, sur la réglementation autour du lac Jovet, notamment cet été. S'ils font une réglementation, c'est qu'il y a trop de monde. C'est que c'était vraiment, comme je le disais, c'était vraiment Disneyland autour du lac. Et c'était plus possible, donc ils ont dû faire une réglementation parce que pour gérer un petit peu le flux et pour préserver ce lieu, ce biotope, parce que sinon ça devenait vite aquapark hein, et ça aurait été la catastrophe. Donc voilà pourquoi ils ont fait une réglementation, tout simplement hein. Là tu y vas maintenant, on est quoi? On est au mois de... Bon, on est fin octobre. Enfin, on est ouais, pas fin octobre, mais on est mi-octobre. Là tu y vas, il n'y a plus personne, hein. Tu peux aller bivouaquer tranquille. Seul truc c'est qu'il fait un petit peu humide. Et le matin, bah, tu risques d'avoir certainement un petit peu de neige au réveil. Mais bon, après ça fait partie du jeu, hein. C'est ça les plaisirs de la montagne. Il y avait eu un autre commentaire aussi sur la même vidéo sur le feu. Tu sais, je t'avais dit, ouais voilà, il faut éviter de faire du feu lorsque tu es en bivouac pour préserver le milieu. Alors, que les choses soient claires, bien sûr, si dans un but vital, ça va te sauver, faut faire le feu. Là, c'est obligatoire, parce que sinon, tu vas pas te laisser mourir, quoi. Donc, imagine, je sais pas, je te donne un exemple. Tu es tombé dans la rivière, tu t'es mouillé, ça caille. La seule manière de te réchauffer, c'est de faire un feu. Il faut absolument le faire. Voilà, il faut protéger ta vie avant tout, quoi. Mais bon, ce que je disais en fait au niveau des feux, c'est que des fois, tu trouves des foyers partout et c'est vraiment la catastrophe. Et puis, n'oublie pas ce que je t'avais dit, justement dans cette vidéo, peut-on bivouaquer librement en montagne, c'est que à chaque fois que tu bivouaques quelque part, tu es ou sur un terrain de l'État ou sur un terrain privé. C'est comme ici. Tu vois, ici on est dans un terrain, enfin on est sur un terrain privé. Il y a eu aussi quelques commentaires sur la vidéo Gérer la peur de la chute. Donc là j'ai eu un mail en privé, discuter un petit peu avec la personne. Il faut savoir que gérer la peur de la chute en escalade, bah, ça s'apprend tout doucement hein. Comme le disait notre ami l'aviateur, bah oui, lorsque tu ne chutes pas, tu fais du free solo. Donc en fait, ça fait partie intégrante de l'activité escalade. Donc la chute, il faut l'apprivoiser pas à pas. Vraiment, il faut que ça devienne un petit peu, comment dire, quelque chose que tu vas apporter à tes entraînements, mais sans souffrance. Voilà, il ne faut pas que ça soit une charge de travail de fou.
Ne fais pas 3 heures de chute, ça sert à rien, ça je te l'avais déjà expliqué, mais il faut que ça soit, voilà, il faut que ça t'apporte quelque chose au fur et à mesure. Et tu vas voir tout doucement, cette appréhension de la chute va s'estomper. En fait, ce qui fait peur lorsque tu chutes, c'est la peur de se blesser, quoi. Donc quand tu vas maîtriser ta chute, tu vas maîtriser aussi au fur et à mesure la peur de chuter. Mais il n'y a pas de secret, il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu passes à l'action tout doucement. Et puis il y avait aussi un commentaire qui nous disait tu peux éventuellement chuter en moulinette. Là ça je t'en avais parlé, mais en laissant un petit peu de mou dans ta moulinette. Alors tu laisses du mou dans ta moulinette, un petit peu plus, mais fais attention de ne pas en laisser trop. Parce que le problème c'est que quand tu assures en moulinette, en fonction de la hauteur où tu te trouves sur le mur, ou à l'extérieur, hein, sur la paroi, bah, tu ne sais pas exactement combien de mou tu as laissé et puis à quel niveau la personne va se retrouver, quoi. Donc méfie-toi juste de ça, c'est juste un détail, mais un détail super important. Ensuite, il y a eu commentaires et mails sur le biathlon. Je t'ai mis une vidéo sur le biathlon. On a fait ça avec Guillaume. C'était une première édition, une première expérience. Et on a essayé de voir combien de via ferrata on pouvait faire sur la Haute-Savoie. Alors on ne s'est pas trop foulé, on n'est pas parti, on n'a pas fait ça sur 24 heures, hein, on a fait ça sur 16 heures à peu près, hein, donc de 3h45 du matin jusqu'à 20h. Et il y a des personnes qui nous ont répondu oui, on est partant pour l'édition 2025. Alors le truc c'est que cette édition et puis ce biathlon c'est un petit peu perso, quoi, grosso modo, mais je te l'ai partagé, mais je ne vais pas organiser un biathlon. Voilà, le but du jeu c'était de te faire découvrir un petit peu des challenges, qu'est-ce que tu pouvais faire toi aussi, bien sûr dans tes régions respectives, parce que je sais que je suis écouté, je suis vu en Belgique, un petit peu dans le nord de l'Italie, en France bien sûr, diverses régions en France, et puis Québec, et d'autres régions que j'oublie aussi en Afrique du Nord. Donc je salue toutes les personnes qui me suivent, merci encore pour votre fidélité, mais il faut essayer de trouver un challenge qui va bien dans votre région. Tu vois, nous on a des via ferrata, on a des montagnes, peut-être dans ta région c'est peut-être un peu plus plat, donc essaye de trouver peut-être autre chose pour te donner un petit peu un but, un objectif sportif, et pour voir un petit peu si tu arrives à te dépasser, quoi. Grosso modo c'était un peu ça le message, hein. Voilà. Mais il y aura une édition 2025 pour nous, ça sera certainement l'année prochaine, vers le mois de juin, choisir une journée un peu longue. Mais encore une fois je te répète, c'est un projet privé. Voilà, je peux pas inviter toute la communauté, quoi. Ça reste un peu délicat. Il y a eu des commentaires sur la dernière vidéo sur alpinisme hors de prix. Bon, tu l'as bien compris, hein, l'alpinisme c'est une activité de luxe, hein. Les activités de montagne en règle générale sont des activités de luxe. C'est très très cher. Prends l'exemple par exemple d'une semaine au ski pour une famille de 4 personnes. Ouais, il vaut mieux aller à Disney, quoi. Enfin, je veux dire, c'est moins cher. Compare les deux, tu verras. Ça a toujours été cher et ça restera toujours cher. Et puis, ça va pas baisser, hein. Au contraire, je pense que ça va encore augmenter. Il y a eu aussi des commentaires constructifs qui me rappelaient que bah oui aussi ça coûte cher. Pourquoi? Parce que le matériel il s'use. Bah oui, bien sûr, le matériel s'use. Ça je le dis constamment, il faut renouveler, etc. Et j'avais complètement oublié de le dire. Donc oui, le matos s'use, tu peux perdre du matériel et tu peux avoir de la casse aussi. Donc il faut renouveler à chaque fois. Il y a une personne qui m'a fait un commentaire sur la relation de la mer et de la montagne. Alors ça se rapproche assez, hein. La mer et la montagne, la dureté de la mer et de la montagne, la douceur et puis le calme de la mer et de la montagne, ou alors la furie de la mer et de la montagne. C'est, comment dire, ça colle un petit peu. Donc la mer et la montagne c'est le même combat, c'est cher.
c'est cher. Voilà, pour aller en mer, tu vas devoir prendre une embarcation, tu vas devoir t'équiper, tu vas devoir changer le matériel lorsque ça s'use, tu vas devoir entretenir, tu vas devoir payer ta taxe éventuellement si tu as un gros bateau, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment le même combat, ça coûte cher. Après il y a d'autres activités aussi, hein. Si tu fais, je sais pas moi, du pilotage en avion, c'est aussi cher, hein. Faut maintenir ces heures que tu dois faire chaque année là pour maintenir ton brevet de pilote, ou alors passer des brevets supérieurs. Donc là, bah, pareil, hein, c'est pareil, c'est des activités qui reviennent cher. Et il y avait eu un autre commentaire aussi, mais je crois que c'est la même personne, qui me parlait des accidents, la relation des accidents. Est-ce que c'était comme en mer? Est-ce que c'était seulement la faute des touristes lorsqu'ils venaient et puis ça faisait un afflux d'accidents? Est-ce que c'est plutôt des imprudents ou alors des personnes un peu orgueilleuses, voilà, qui se disent moi je sais tout et puis j'y vais? Alors, pour la montagne, moi j'ai pas de statistiques, tu vois, sur ces choses très précises. Mais il faut dire une chose qui est claire, c'est que lorsqu'il y a les périodes de vacances, il y a plus d'accidents. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de monde en montagne, tout simplement. Donc, te dire si c'est des touristes, te dire si c'est des personnes qui sont orgueilleuses ou des personnes imprudentes, je pourrais pas te le dire. Mais c'est un petit peu comme en plaisance, on va dire, hein, d'accord? Donc il y a des personnes qui, encore une fois je te le répète, viennent en vacances. Donc bah, quand elles sont en vacances, elles ont un nombre limité de jours sur place. Et puis bien sûr, bah, si elles ne peuvent pas monter ce jour-là à un sommet, bah, c'est reporté à l'année d'après, voire peut-être à l'année précédente encore, hein. Donc tu vois, donc qu'est-ce qu'ils se disent ces gens-là? Bah, ils se disent ouais, bah, même si le temps n'est pas trop super, je vais quand même monter. Des fois ça peut arriver, mais j'ai pas les statistiques encore une fois, donc je peux pas me prononcer sur ce type de questions-là. J'ai eu un mail qui était bien sympa. Je sais pas si je vais en parler dans cette vidéo, j'ai peur de me perdre un petit peu, mais bon, allez, je me lance, je vais quand même en parler. C'était un mail que j'ai reçu, c'est Jonathan, Jonathan, ou Jonathan. Excuse-moi si je le prononce mal, j'ai dû avaler un moucheron là. Je crois que ça fera un peu de protéines. Pardon, excuse-moi. Ouais, alors, il m'a parlé, bon, il m'a fait un super mail, hein. Mais grosso modo, je vais te le résumer. Pourquoi j'ai pas fait une vidéo sur l'exploit d'Inox. Inox Tag. Voilà, que je connaissais pas. C'est mon fils qui m'a fait découvrir. Et puis, résultat, bah, j'ai survolé sa vidéo aussi sur YouTube pour pouvoir répondre à ta question. Donc d'ailleurs, je t'ai répondu par mail. Mais je vais en parler parce que il y en a beaucoup qui appellent cette ascension, enfin, faite par cette personne, un exploit. Voilà. En fait, grosso modo, je sais pas. C'est à toi de te poser la question. Est-ce que c'est un exploit? Si toi tu considères que c'est un exploit, bon bah c'est très bien, voilà, c'est un exploit. Moi je veux bien débattre avec toi, tu vois, on peut débattre, même si on n'est pas d'accord sur la chose, on a le droit de débattre. Voilà, c'est notre droit, et puis du moment que le débat se passe bien, bah voilà, il n'y a pas de souci, quoi. On est des adultes, il n'y a pas de souci. Mais moi si je te donne mon point de vue, bah, je vais donner un exemple. Quand j'avais l'âge de 10 ans, je crois, si je ne me trompe pas, à la télé, il y a eu un reportage sur, comment ça s'appelle, sur Patrick Edlinger. Voilà, Patrick Edlinger, tu connais. Bonjour, ça va et vous? Bon, merci. Sur Patrick Edlinger. Patrick Edlinger, viens ici Athéna, reste là. Patrick Edlinger, un grimpeur, on ne présente même plus, hein, un grimpeur, un super grimpeur qui nous a quittés il y a quelques années en arrière. Alpiniste, voilà, c'est une légende en fait dans le milieu de la grimpe. Tu es quasiment obligé de connaître si tu t'intéresses un petit peu à la montagne.
Et Patrick Edlinger, dans les années 80, si je ne me trompe pas, je crois que c'était en 82, il y a eu un reportage sur Antenne 2, en direct, enfin pas en direct, en fait, c'était diffusé le soir, si je ne me trompe pas. Puis moi, quand j'étais gamin, j'ai vu ça, ça m'a vraiment, comment dire, ça m'a vraiment touché, parce que le gars, en fait, il montait, il n'était pas encordé. Il faisait du free solo. Mais à l'époque, le free solo, on ne connaissait pas, tu vois, c'était tout à fait nouveau. Donc, moi, j'ai considéré ça, et je considère encore ça, parce que c'était l'un des premiers. Le premier, c'est un exploit, quoi. Enfin, je veux dire, il a eu le cran de monter comme ça, sans être encordé. Donc, c'est pas rien, quoi. Voilà. Donc, je sais pas, pose-toi la question. Si je reviens sur Inox, il avait une super équipe logistique. Certes, c'est l'Everest. Je peux te reprendre un autre exemple sur le Mont Blanc aussi, c'est pareil. Est-ce que le fait de faire Mont Blanc tout seul, en one shot, c'est un exploit? Je sais pas, c'est à toi de répondre. Est-ce que, enfin moi, pour moi, c'est pas un exploit. Après, je te laisse répondre. On a le droit de débattre, hein. Est-ce que, je sais pas moi, faire un trek en solitaire, comment ça s'appelle, l'Exotrack qui fait toute la France, là, je sais plus si ça s'appelle comme ça, plus combien de kilomètres, est-ce que c'est un exploit ou pas? Je sais pas, c'est à toi de me le dire. Voilà. Après, il y a la différence quand tu fais un sommet. Par exemple, si je prends par exemple une ascension du Mont Blanc. Quand tu fais une ascension du Mont Blanc, quelqu'un qui a jamais fait d'alpi, machin, etc., puis il y va avec par exemple un professionnel, un guide, voilà, qui le guide, qui le coach en fait sur l'ascension, qui lui fait faire un stage avant, hein, un stage Mont Blanc, pour qu'il y ait une bonne chance de réussite pour cette ascension. Il réussit le Mont Blanc. Voilà. Pour lui, ça va être un exploit, c'est normal, parce qu'en fait, il sort de... J'étais en train de dire il sort de nulle part, mais en fait, il sort de quelque part. En fait, il n'est pas dans le milieu alpinisme, tu vois, il n'est pas dans le milieu de la montagne, donc c'est vrai que c'est un exploit pour lui. Mais pour quelqu'un qui fait de la montagne, c'est pas un exploit. Voilà, historiquement, c'est pas un exploit. Si tu prends par exemple, dernièrement, il y a eu, comment ça s'appelle? Il y a eu Kilian Jornet qui a fait les 82 4000 des Alpes en 19 jours, sans l'aide de voiture pour faire les transferts, sans l'aide de la voiture pardon, pour faire les transferts ou de quelque chose motorisé, un hélico ou quoi que ce soit. Il a tout fait, à l'aide de ses jambes, avec un vélo, en course à pied, et puis après il s'est tapé les ascensions. Voilà, il n'y a pas eu une seule fois une aide extérieure, je parle motorisée, en 19 jours. Putain, pour moi, ça c'est un exploit, tu vois. Je veux dire, il rejoint, ouais, c'est un, c'est un sacré truc, quoi. Voilà, ça c'est un exploit, tu vois. Mais quelque chose qui est, je sais pas comment t'expliquer ça, mais quelque chose qui est tracé avec une superbe équipe logistique, avec un crédit d'argent qui est conséquent. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Est-ce que c'est un exploit ou pas? Moi, je le mettrais pas dans la case exploit, mais je le mettrais dans la case. Ouais, c'est grandiose. C'est vrai que c'est grandiose, mais c'est pas à mes yeux un exploit. Si ça aurait été la première personne à l'avoir fait, éventuellement, ça aurait été un exploit. Tu vois, je pense que ceux qui font des exploits chaque année, je mettrais plutôt les Sherpas. Ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. C'est incroyable, ils ont une caisse d'enfer. Eux, ils font des exploits au quotidien, tu vois. Après, je pourrais te dire aussi, si je sors du cadre, pour moi, ceux qui font des exploits, je prends l'exemple de la maman avec ses 3 gamins, il y a eu un divorce, elle doit s'en sortir toute seule, elle a des aides qui sont médiocres, elle accumule 3 jobs pour la survie de sa famille. Pour moi, ça, c'est un exploit, quoi. La personne qui se lève tous les matins pour aller bosser, qui se tape 1h30 de bouchon ou 2 heures de bouchon le matin, 2 heures de bouchon le soir, je suis désolé, ça peut être aussi un exploit, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois. Donc on peut débattre, hein, on peut débattre pas mal de temps sur ce sujet-là. Pareil, le chirurgien qui fait un acte chirurgical, ça va être le premier au monde, et puis après, bah oui, ça va suivre après. Mais la première fois qu'il fait ça, c'est un exploit, tu vois.
ou trouver, je sais pas moi, un vaccin contre telle ou telle maladie. Ils ont cherché tout un temps de fou et ils y arrivent. Ouais, c'est un exploit. Tu vois, et tu vas en découvrir. Tous les jours, tu vas découvrir, en fait, si tu fais une bonne observation, tous les jours, tu vas trouver des professions ou des actes, des personnes qui réalisent des exploits. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça s'est tellement banalisé. Des fois, tu vois ça sur... je t'en parlais, hein, du free solo. Maintenant, tu vois ça sur YouTube ou sur n'importe quel réseau social. Des personnes qui se tapent des ascensions en solo, quoi. Tu prends l'homme araignée, mince, c'est Robert. Alain Robert. Alain Robert. D'ailleurs, Alain Robert, si jamais tu m'entends, ils m'ont confondu avec toi à l'aéroport de Genève il n'y a pas longtemps. Ils voulaient vraiment un autographe, mais j'ai expliqué que c'était pas moi. Voilà, moi, je suis un tout petit peu plus jeune que toi. Donc ils ont eu du mal, hein. Puis je suis un tout petit peu plus grand que toi, si je me trompe pas. Enfin bon, bref, je fais juste la parenté, mais tu vois, maintenant c'est plus, comment je pourrais te dire, ça s'est banalisé, mais ces personnes-là font des exploits, quoi. Je veux dire, qui va se taper l'ascension d'une tour à main nue sans protection? Voilà, pose-toi la question. Il y en a plein qui font des exploits. Et pour le cas d'Inox, oui, c'est un exploit. C'est vrai que pendant une année, il a travaillé, machin, etc. Mais pose-toi, toi, la question. Est-ce que tu considères que c'est un exploit ou pas? Voilà, c'est à toi de te poser la question. Voilà, Messner. Tu prends Messner, il a fait des ascensions, notamment à l'Everest, et je crois qu'il a fait sans oxygène. Pour moi, ça reste un exploit. Les premières ascensions dans les Alpes, où tu avais du matos, franchement, tu avais des trucs qui étaient hyper lourds, des choses comme ça. Voilà, c'était les premiers à tracer, et personne n'était passé avant. Ouais, ça reste des exploits, quoi. Voilà, donc après, il y a aussi les personnes qui sortent de graves maladies, hein. Je pense des personnes qui... N'importe quelle maladie, tu vois, qui luttent en fait pour s'en sortir, quoi, pour leur survie. Franchement, c'est des exploits. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à toi de te poser la question. Voilà, à toi de te poser la question, mais est-ce que l'ascension d'Inox, c'est un exploit historique? Est-ce qu'il y avait autant de... Je sais pas moi, enfin voilà, après le coup médiatique, machin, etc., parce que c'était un youtubeur, parce qu'il était connu par une grande majorité des jeunes sur YouTube, c'est très bien, mais est-ce que c'est vraiment un exploit? C'est à toi de te poser la question. Voilà. Après, moi, je préfère pas trop débattre sur ce sujet-là, mais à toi de voir, et puis à toi de te poser, et de te poser la question, et d'apporter voilà, tes réponses à toi. Et encore une fois, le débat est ouvert. Bon, il n'y a pas de souci, hein, on peut débattre tranquille, mais je veux dire, une personne qui va en solo, une personne qui fait une ouverture de voie, par exemple en Himalaya, il y a eu des ouvertures de voie pour la première fois, ça pour moi ce sont des exploits. Voilà, parce qu'en fait il n'y a personne qui a été avant, ils ont dû faire le tracé, ils ont dû tester, ils ont dû faire demi-tour, ils ont dû essayer autre chose, et voilà, ils ont... comme Bonatti à l'époque, comme Gaston Rébuffat, comme Béraud, comme d'autres, tu vois. Donc, ces personnes-là, bah oui, c'était des personnes hors du commun, et comme Kylian Jornet, hein, voilà, c'est des personnes qui méritent tout mon respect d'ailleurs, qui sont vraiment très très fortes et qui nous offrent des exploits. Et je pense qu'on va s'en souvenir pendant longtemps, quoi. Voilà, à toi de te poser la question. Eh ben écoute, je ne vais pas t'embêter plus longtemps, moi je vais reprendre le cours de ma rando. Tu vois, je me suis carrément arrêté, donc parce que ça me prenait un peu à cœur cette discussion, donc voilà, à toi de... je reviens dessus, mais à toi de te faire ton opinion, voilà. Et puis moi je te laisse, et puis je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Arvipa!